Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon livre des ombres, comme je vais le faire aujourd'hui au sujet de l'éclectisme en magie. Alors, dès le début de ma pratique en sorcellerie, j'ai évidemment vite constaté qu'il y avait plusieurs chemins différents que l'on pouvait emprunter pour explorer la magie. Et encore aujourd'hui, j'aime bien comparer la pratique de la sorcellerie avec les voyages, c'est-à-dire qu'on a le choix de partir seul avec son sac à dos en se créant un itinéraire sur mesure avec beaucoup de place à l'imprévu, ou au contraire, on s'embarque plutôt dans un voyage organisé avec un groupe pour lequel des spécialistes ont déjà tout prévu et qui ont ciblé les endroits qui, selon eux, auront le plus d'intérêt. La voyageuse solitaire avec son sac à dos, c'est la sorcière solo éclectique. Et c'est le chemin que, personnellement, j'ai choisi d'emprunter. J'aurais certainement eu pas mal moins de recherches et de tâtonnements à faire par moi-même si j'avais, par exemple, adhéré à un coven de la religion Wicca, ou si je m'étais inscrite à un ordre occulte reconnu, que ce soit Wicca ou ordre occulte, ce sont des organisations qui ont des traditions précises, une hiérarchie bien établie avec des initiations, des cultes à mystère, des degrés et des maîtres pour vous guider. Mais malheureusement, c'est absolument pas ma personnalité de rejoindre des groupes ou de me mouler à une hiérarchie stricte. Je préfère de loin être libre et faire mes propres choix correspondant à mes intérêts, même si ça implique de faire énormément de lectures par moi-même, parfois sans repères très précis, mais ça permet de développer un esprit d'analyse et un sens critique très aiguisé, ce qui n'est pas à négliger. Alors, mes meilleurs amis dans ce voyage en solitaire sont donc les livres, en tout premier lieu, mais aussi les blogs spécialisés et les témoignages des autres sorcières sur le web, qu'elles soient solitaires ou en coven. Parce que, pour moi, d'emblée, tous les chemins sont bons en sorcellerie, en autant qu'ils correspondent à ce que vous voulez et à ce qui fait effet pour vous. Donc, pour moi, écouter le parcours d'autres sorcières qui ont emprunté des chemins différents et qui en sont satisfaites, c'est toujours très enrichissant pour moi. Et de toute façon, à mon avis, rien ne devrait empêcher une voyageuse solitaire avec son sac à dos de faire tout d'un coup une croisière de luxe en groupe, et rien ne devrait empêcher non plus une sorcière en coven Wicca d'essayer un autre système de croyance en solo pour explorer de nouveaux horizons spirituels. Et là-dessus, je crois aussi qu'il faudrait se méfier de tous ceux qui vont affirmer qu'on ne peut pas faire ceci ni cela en sorcellerie, ou qui vont dire que la seule bonne façon de faire un rituel, c'est celle-là et non pas celle-ci. Bon, il y a bien entendu des traditions qui ont leur propre code, qui ont leur propre mode d'emploi, et si vous voulez vous proclamer haut et fort relevé d'une tradition particulière, il faut quand même que vous en respectiez les principes. Mais je pense qu'il faut toujours se demander si notre intérêt réside à adopter la beauté d'ensemble d'une tradition pour elle-même, parce qu'elle nous plaît, ou si notre intérêt réside dans l'efficacité d'une sorcellerie qui serait plutôt éclectique et qui, même si elle a l'air de la courte pointe débraillée de la chienne à Jacques, elle va faire en sorte que chaque partie de la courte pointe
va fonctionner avec beaucoup de puissance pour nous. L'un ou l'autre choix, pour moi, ils sont aussi valables en autant qu'on s'y sent vraiment bien, libre et épanoui. Mais je pense que c'est quand même important de se poser la question concernant nos penchants entre tradition et éclectisme, non seulement avant d'entamer un parcours en sorcellerie, mais aussi pendant notre cheminement lui-même, au cas où des changements d'itinéraire deviendraient nécessaires suite à notre évolution. Moi, quand j'ai amorcé mon voyage en sorcellerie au début des années 90, il y a eu un reportage télévisé extraordinaire qui m'a fait découvrir le retour des sorcières et du néopaganisme depuis les années 70 dans les milieux féministes américains et anglo-canadiens principalement, avec des notions de liberté et d'empouvoirment, empowerment, comme disent les anglophones. C'était deux notions là qui me parlaient tellement et qui me convenaient parfaitement. Et en faisant quelques recherches suite à ce reportage, je suis tombée sur un article d'Ève Gaboury intitulé Enquête sur le monde des sorcières, de nouveaux voisinages pour l'imaginaire féminin. C'est un article qui avait été publié dans la revue québécoise Recherche féministe. J'ai trouvé dans cet article l'articulation idéale de ce que ma spiritualité rebelle désirait ardemment depuis toujours, soit aucun livre sacré, aucun dogme établi, pas d'église, pas de gourou, pas de temple ou de domicile fixe de rencontre, pas de structure hiérarchique, pas d'obsession de pouvoir sur les autres ou de désir de toute puissance. Il y avait aussi une part importante qui était laissée à l'imagination créatrice et surtout, il y avait un rapport direct au sacré sans intermédiaire. Parce que les intermédiaires étant majoritairement masculins dans la plupart des religions du monde, ça a pendant des millénaires retiré aux femmes un accès intime au divin. Et comme le dit Gadbouri dans son article, la sorcellerie demeure avant tout une façon de voir le monde, une recherche d'intégration et donc un processus que les sorcières elles-mêmes hésitent à enfermer définitivement. La sorcellerie est aussi et surtout, pour les sorcières nouvelles, un art de transformation. L'art de transformer volontairement la conscience, par exemple par des rituels qui sont conçus de façon à réveiller les images profondément enfouies dans le subconscient. Sorte d'alchimie des temps modernes, la sorcellerie est avant tout axée sur la mutation des consciences. Le rituel a aussi une fonction thérapeutique par les effets apaisants et transformateurs qu'il provoque sur le plan psychologique. Lorsque des femmes se donnent ici la permission de créer et de diriger des rituels, on se trouve en présence d'une rupture avec l'héritage spirituel patriarcal. Fin de la citation de cet extrait de l'article de Gaboury. Dans cette réappropriation du temps sacré et de l'espace sacré, selon les priorités et les besoins déterminés par les femmes dans la sorcellerie, ça a entre autres permis la remise en valeur d'usages anciens qui laissent une place de choix à l'expression du féminin sacré. Et dans ce mouvement du retour des sorcières, il y a différentes sources païennes qui ont été mises à contribution avec une forte revalorisation des déesses, entre autres chez les créateurs et les pratiquants de la religion Wicca, qui a été créée dans les années 50. Il y a d'ailleurs beaucoup de sorciers et sorcières wiccans qui ont écrit des livres de magie depuis les années 70, au point où bien des néophytes confondent aujourd'hui la sorcellerie et la Wicca. Il faut cependant bien distinguer les deux parce que pratiquer la sorcellerie ou une spiritualité païenne, ça ne transforme pas quelqu'un automatiquement en wiccan. La Wicca, c'est une religion qui comporte plusieurs branches, qui fait appel à la pratique de la sorcellerie et, comme toutes les autres religions, elle se compose de croyances,
de rituels selon un calendrier précis et de codes qui, même s'ils laissent beaucoup de liberté à ses adeptes, ces codes-là comportent quand même aussi des limitations. C'est donc pas la seule voie possible pour pratiquer la sorcellerie parce que le paganisme comprend aussi les païens déistes, les païens athées, les païens humanistes et naturalistes, les animistes, les panthéistes et d'autres païens non théistes. Une sorcière solo éclectique, comme je le conçois, est libre de s'inspirer, oui, d'éléments puisés dans la Wicca, mais aussi dans n'importe quelle autre croyance, pour lui permettre de créer son propre système personnalisé. Mais je le répète, sachez que ça demande beaucoup de recherche et de lecture, mais ça en vaut vraiment la peine pour établir une pratique qui colle vraiment à ce qu'on aime. C'est certain qu'il y a des puristes qui adhèrent à une tradition occulte particulière qu'ils adorent, qui pourront parfois jouer aux gardiens zélés et reprocher à la sorcière solo éclectique de faire de la néo-sorcellerie, voire même du vulgaire bricolage spirituel, avec ses assemblages de différentes sources. Mais, tant pis, la sorcière solo éclectique, elle, n'en a cure. De toute façon, la plupart des sorcières solo éclectiques sont généralement réfractaires à toute forme d'endoctrinement dans un système donné, mais elles restent très curieuses des pratiques à travers le monde qui permettent l'épanouissement de l'être dans sa spiritualité. Maintenant, concernant la quincaillerie, supposément nécessaire à la pratique de la sorcellerie, je pense qu'il faut se rappeler qu'à la base, la magie, c'est l'art d'opérer des changements avec son intention. Alors oui, pour stimuler et renforcer cette intention, on peut bien entendu faire parfois appel à différents objets, mais ce n'est pas obligatoire. Si on veut quand même s'entourer d'objets qu'on aime pour renforcer notre intention pendant notre pratique en sorcellerie, l'important c'est de choisir des objets en fonction de ce qu'on est et de ce qui nous fait vibrer. Si une sorcière se retrouve inconfortable avec un outil magique en particulier, elle ne réussira pas à solliciter l'énergie nécessaire pour soutenir son intention. Alors sa magie, elle ne fonctionnera pas bien. Je pense qu'il vaut mieux sélectionner soigneusement des objets qui nous plaisent et qui nous mettent à l'aise, même s'ils ne sont pas très orthodoxes, et il vaut mieux laisser tomber tout le reste. Et puisqu'on vit dans un monde capitaliste qui se développe beaucoup via le web depuis quelques décennies, le retour des sorcières depuis les années 70, ça a permis au marketing ésotérique de se développer de façon fulgurante, plus particulièrement dans les niches Wicca. Et le tourisme spirituel est de plus en vogue et les sorcières sont bombardées d'incitatifs pour acheter toutes sortes de produits apparemment indispensables à leur pratique selon certaines sources, comme des cristaux, des huiles essentielles, des tarots, des oracles, des bougies, de l'encens, des statuettes ou des images diverses d'anges, de fées, de Bouddha ou d'autres divinités, des amulettes, des cloches, des bols tibétains, des lampes de sel de l'Himalaya, des pendules, des boules de cristal, des baguettes magiques, des grimoires, des capteurs de rêves, des runes, des livres, etc. Ces choses-là sont toutes très belles et très séduisantes pour la sorcière, mais je rappelle quand même au passage que tout consumérisme excessif, ça a non seulement un effet néfaste sur notre compte de banque, mais surtout sur l'environnement. Par exemple, l'usage de bougies à base de paraffine dans les rituels, ça encourage l'industrie des hydrocarbures. L'encens Palo Santo, qui est très en vogue, lui provient d'une plante rare dont l'espèce est menacée. Et l'extraction des cristaux aux propriétés curatives et magiques, ça se fait pas toujours dans le respect de l'environnement ni des humains qui travaillent dans les mines. Et finalement, les emballages plastiques des produits vendus dans les boutiques spécialisées en magie, bien, ça contribue à l'accumulation de déchets non biodégradables dans l'environnement.
Alors, peu importe ce qu'on vous dit dans un livre, un blog ou un balado comme les miens ou dans une tradition en sorcellerie sur les achats à faire pour réaliser vos rituels, je vous conseille plutôt de définir vous-même vos besoins réels dans votre pratique pour résister à la consommation d'articles spirituels dont vous n'avez pas besoin au fond. Et vous trouverez aussi de toute façon sur Internet une foule de tutoriels pour créer vous-même vos outils magiques. Et puis, n'oubliez pas que méditer, visualiser ou atteindre des états modifiés de conscience, ça coûte rien et ça s'avère être les armes secrètes les plus puissantes de la sorcière. Alors, je poursuis mon voyage en solitaire avec mon sac à dos en vous partageant ici quelques notes de mon journal de voyage ou, comme les sorcières l'appellent, mon livre des ombres. Voilà, si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. À bientôt!